Bonjour à tous, bienvenue, je suis Rebecca McLaughlin-Eastham. Cette semaine, découvrez une série de reportages au Moyen-Orient. Nous rencontrerons un violoncelliste irakien qui utilise la musique pour rassembler les communautés touchées par la guerre. Si les sociétés berbères traditionnelles ont adopté depuis longtemps l'art du tatouage, cette pratique reste encore taboue en Tunisie. Un jeune tatoueur entend bien changer cela. Mais tout d'abord, Salim et Saïd a enquêté sur la montée des influenceurs sur les réseaux sociaux ici aux Émirats Arabes Unis et sur la manière dont ils gagnent leur vie grâce à leurs publications. Être un influenceur, qu'est-ce que cela signifie réellement ? Pour Alanoud Bader, une styliste saoudienne, c'est avant tout une question d'impact. Elle s'est fait connaître avec son blog qui a repoussé les barrières de la mode en Arabie Saoudite. Puis en 2011, elle a lancé sa marque Lady Fozaza depuis les Émirats Arabes Unis. C'est sa silhouette menue qui l'a poussé à confectionner les blazers emblématiques de sa marque qui mettent en valeur les épaules, des vestes qui ont attiré l'attention de célébrités comme Lady Gaga ou Kim Kardashian. Désormais, Lady Fozaza a près de 750 000 abonnés sur Instagram. Plusieurs marques ont été séduites par la relation qu'entretient Alanoud avec ses fans. Elles ont donc cherché à embaucher la styliste pour qu'elle porte leurs vêtements. Ils se sont dit, si elle a une relation spéciale avec ses abonnés, alors tout ce dont elle parlera aura une résonance. Si elle fait la promotion d'une marque, ils l'adopteront. Ils en parleront. Cela vaut de l'argent. Les grandes marques sont confrontées à un nouveau problème, l'embauche d'influenceurs très suivis mais qui ne respectent pas leurs engagements. Certains comptes sont même faux ou inactifs. Pour réglementer le marketing des médias sociaux, les Émirats ont créé des licences pour les influenceurs rémunérés. C'était plutôt chaotique avant que la décision ne soit rendue. Maintenant, il y a un processus organisé. Les gens connaissent leurs droits et leurs devoirs. Et les entreprises aussi. 1700 licences ont été octroyées jusqu'à présent. Elles coûtent environ $4 000 par an. Pour en faire la demande, il faut avoir 21 ans minimum et être titulaire d'un baccalauréat. En rejoignant une agence, les influenceurs peuvent réduire leurs coûts et travailler sous la licence de cette entreprise. Pour Ashley Kazzo, directeur d'agence, la région possède certains des influenceurs les plus chers du monde avec des transactions allant de 3 000 à 100 000 $. Cette région est considérée comme un marché inexploité, alors les marques n'hésitent pas à payer le prix fort pour atteindre les clients potentiels. Je suis constamment en réunion avec des marques qui me demandent comment peut-on parler à l'Arabie Saoudite, à l'ensemble des pays du Golfe. La réponse, ce sont les influenceurs. Une carrière d'influenceur au Moyen-Orient vous intéresse? Alors la prochaine fois que vous lancerez Instagram ou Twitter, ne pensez pas à ce que vos abonnés pourraient aimer, mais demandez-vous comment ils pourraient acheter ce que vous leur vendez. Un musicien irakien qui a vu son pays ravagé par la guerre s'est donné pour mission d'amener la musique là où les coups de feu ont retenti. Dalin Hassan a rencontré Karim Wasfi lors de sa visite aux Émirats Arabes Unis pour en savoir plus sur son projet Musique pour la paix. Quelle est l'arme la plus efficace contre le terrorisme ? Pour Karim Wasfi, c'est incontestablement la musique. Ce violoncelliste irakien a quitté les salles de concert pour se rendre dans des endroits sinistrés. D'abord à Mossoul où en 2017, l'autoproclamé État islamique a fait exploser la mosquée Al-Nouri et son minaret vieux de 850 ans. Au lieu de se recueillir silencieusement, il a choisi de ramener le lieu à la vie grâce à une musique inspirante. Depuis, l'ancien chef d'orchestre s'est produit sur près de 25 sites. Sa campagne Music for Peace a pour objectif de lutter contre les groupes terroristes comme l'organisation État islamique qui a opprimé la population pendant plus de 6 ans. Armé d'un archet et d'un violoncelle, il lutte grâce à des compositions originales. Et avec ses sérénades, il donne aux Irakiens la force d'aller de l'avant. C'était un message pour encourager les gens à continuer, pour encourager l'être humain qui est en nous à être connecté aux autres, à rester attaché à la vie.
Le faire sur place, cela revenait à transformer chaque élément de la vie en un théâtre et à agir contre la radicalisation et contre la terreur. Comment la musique peut-elle devenir une arme contre la terreur ? Elle favorise la prise de décision, elle renforce les fonctions cérébrales, la créativité. Elle renforce également la connectivité et manifeste l'interdépendance de façon très innée et très directe. Elle a un impact global sur la société. Comment faire pour que la jeune génération s'implique dans la diplomatie culturelle ou la scène culturelle du Moyen-Orient ? Je pense que c'est nous qui devrions inclure davantage la jeune génération, les futurs leaders. Au niveau sociétal et au niveau communautaire, l'éducation, l'instruction sont les seules forces motrices qui permettent de préserver cette dynamique. Quel avenir voyez-vous pour la scène musicale et culturelle irakienne ? La culture ne mourra jamais en Irak ou même dans la région. Nous avons une riche histoire de partage de culture entre les civilisations et ça continue. Il y a un cycle de civilisation et l'impact de la politique est limité. J'ai l'habitude de dire que quand cette région n'aura plus de pétrole, nous pourrons inonder le monde entier de culture. Avec sa fondation Peace Through Arts, lancée en 2007, Wasfi entend avoir un impact durable, même après la chute de groupes terroristes comme l'État islamique. Le violoncelliste espère un jour se produire en Syrie, un pays qui, selon lui, partage les luttes de sa terre natale. Pendant longtemps, les tatouages sont restés tabous en Tunisie, mais des écoles et des salons émergent petit à petit. Inès Matlouti a rencontré de jeunes Tunisiens qui cherchent à changer l'image que la société porte sur cette pratique. L'art du tatouage a été pratiqué par de nombreuses civilisations anciennes, y compris en Tunisie. L'École nationale de tatouage a ouvert ses portes à Tunis en janvier et c'est la seule du genre en Afrique du Nord. Elle a été fondée par Fawaz Zamoul, qui s'est battu pour que le métier de tatoueur soit mieux considéré dans le pays. Cet ancien ingénieur de 35 ans s'est lancé dans le tatouage en 2006 alors qu'il vivait au Maroc. C'était à l'origine un simple moyen de gagner un peu plus d'argent. Il lui a fallu 6 ans pour maîtriser cet art et maintenant il possède le seul salon de tatouage légal en Tunisie. J'ai fondé cette école car je sentais qu'il était temps de transmettre mon savoir à d'autres passionnés de tatouage. Pendant 6 mois, des étudiants âgés de 19 à 30 ans apprennent tous les aspects du métier, y compris comment pigmenter la peau de façon hygiénique. Les frais de scolarité coûtent 1 400 $. Les étudiants obtiennent à la fin un certificat d'études supérieures qui leur permet de travailler de façon professionnelle. Fatma, 23 ans, tatoue à l'encre noire le visage de la reine Néfertiti sur une peau synthétique. Elle a étudié les arts graphiques à l'université mais a changé de voie il y a 3 ans. Je suis venue ici pour apprendre et obtenir mon diplôme. Comme ça, je pourrais ouvrir mon propre salon de tatouage. L'école de tatouage suit les règles strictes du ministère de la Santé pour assurer la sécurité des élèves et de leurs futurs clients. Un tatouage semble simple, mais il peut entraîner des complications pour la santé. Il doit donc faire l'objet d'un examen constant par le ministère via des mesures de conservation de la santé. Nous ne sommes pas contre cette école, mais il est important qu'elle respecte les règles. La Tunisie abrite également une forme ancienne de tatouage connue sous le nom de El Wacham et historiquement pratiquée par les Berbères. Une encre noire naturelle à base de plantes était utilisée et prenait une couleur verte au fil des ans. Des symboles de pureté ou de fertilité étaient généralement gravés sur les visages et le haut du corps des Berbères.
Mais cette tradition, autrefois commune, a pratiquement disparu aujourd'hui. L'artiste Madel Madouani s'est spécialisée dans ces tatouages traditionnels. Elle se rend régulièrement dans les villages de la région pour préserver ces dernières coutumes. Pour que la tradition se perpétue, à chaque fois que je rencontre une femme tatouée, j'essaie de lui parler et de comprendre pourquoi elle a ces tatouages. De prendre une photo si elle me le permet. I'm trying to collect those pictures and information. J'essaie de rassembler ces images et ces informations et peut-être que dans 5 ans, je sortirai un livre ou une archive contenant tous les symboles que j'ai appris. Aujourd'hui, les tatouages séduisent de plus en plus en Tunisie, notamment la jeune génération. Beaucoup espèrent que l'École nationale de tatouage permettra une plus grande reconnaissance de cet art au sein de la société. C'est la fin de l'émission. N'oubliez pas que vous pouvez revoir tous nos épisodes en ligne sur euronews.com. Avant de nous dire au revoir, voici les publications qui ont retenu notre attention cette semaine. L'influenceuse Dana, originaire d'Abu Dhabi, a partagé ce look du jour avec ses abonnés. Le violoncelliste palestinien Nassim a lui choisi un décor historique pour son premier vidéoclip. Et enfin Sabrina qui s'est fait tatouer le même dessin que son mari à Tunis.